La première alerte ce 6 juin a eu lieu à 1h du matin. On signalait l'atterrissage de parachutistes près de Sainte-Mère-Église, là-bas à 30 km. Et en même temps, on a commencé à voir les tirs de l'artillerie. Et puis des canons anti-aériens. Ils tiraient à tout va, et dans la nuit. On s'est dit qu'il était en train de se passer quelque chose. À l'aube, on a commencé à voir des points noirs à l'horizon. Au début, j'ai cru que c'était des vedettes allemandes. Et très vite, j'ai vu un bateau après l'autre. Et puis, d'est en ouest, tout l'horizon couvert de bateaux. Aujourd'hui, nous profitons d'un matin calme et paisible. Nous nous trouvons derrière la ligne de front depuis quelques jours et attendons d'être mobilisés, soit par une attaque de l'ennemi, soit par une avancée de nos troupes. Nous habitons dans une ferme française, sale mais confortable. 3 lapins sont assis sur le sol et grignotent des feuilles de chou. Un poste de radio de la Wehrmacht apporte un peu de musique à ce climat idyllique. C'était le 26 juillet 1944, 3 jours avant sa mort. C'était la dernière lettre de son père. Georges von Gravenitz est né quelques jours après sa mort. Après s'être recueilli sur sa tombe au cimetière allemand de Lacambe, il voudrait retrouver les lieux où ce père, qu'il n'a jamais connu, a vécu les derniers jours de sa vie. Plus de 20 000 soldats allemands sont inhumés à Lacambe. 60 ans après la fin des combats, on retrouve encore des corps dans les champs. Ils sont transportés au cimetière pour identification. Celui-là, il est manifestement, il était allemand, les chaussures, les bottes lacées et le talon qui confirme que c'est un soldat allemand. Oui, celui-là, il a été blessé et ça a été un camarade qui a dû le signaler. C'est des restes d'un pansement. C'est très important, tous ces petits détails, quand on retrouve des bouts de liseré parfois sur l'école, ça vous indique si c'est un officier supérieur, un sous-officier ou quand il n'y a rien du tout, un homme du rang. Et je garantis que si chaque pierre pouvait parler et expliquer comme les familles ou les parents, les amis m'en parlent, on ne penserait pas que la guerre c'est loin, que c'est oublié, qu'il ne faut plus s'intéresser à ça. Il faut toujours penser à ces soldats. Avant de vous céder la parole, 400 habitants du village d'Aunay-sur-Odon, complètement détruits par l'aviation alliée pendant le débarquement, participent à l'une des veillées organisées dans la région par le mémorial de Caen. C'était des jeunes Allemands, conducteurs de chars, qui voulaient absolument pas aller au casse-pipe. Puis mon père, il était occupé qu'à leur payer à boire. J'étais obligée de travailler pour les Allemands à l'hôpital, parce qu'ils venaient nous chercher avec un fusil. Et je me rappelle, il y en avait un Allemand qui s'appelait Hans, et l'autre Nicolas. Et le Hans, il avait eu sa sœur tuée à la guerre de 14, et il a dit, si vous faites un faux pas, eh ben, je vous tue. Et il a dit, si la prochaine fois qu'on dira pas bonjour, mademoiselle Thérèse, nous irons apprendre la politesse en Allemagne. Ben, je vous garantis que quand je le voyais de loin, je refaisais demi-tour. Ah, mais moi, j'avais peur de rien. La propagande allemande présente alors comme infranchissable le mur de l'Atlantique. Mais en 1944, il n'est pas achevé. L'arrivée du prestigieux maréchal Rommel remonte le moral des troupes. Rommel, convaincu que la guerre sera gagnée ou perdue sur les plages, en fait renforcer les défenses. Lorsque Rommel est venu, il a tout de suite dit
que cette plage magnifique était idéale pour un débarquement. Il se trouvait près de mon stand de mitrailleuse, à 10 mètres plus loin de mon poste. Nous autres soldats étions très fiers que Rommel soit venu jusqu'ici. Nous n'avions entendu que des choses positives sur Rommel en Afrique. On l'appelait le renard du désert. Il avait eu plein d'idées pour les combats dans le désert. Et on mettait beaucoup d'espoir en lui. Le jour même du débarquement, votre père n'était pas en Normandie. Mon père était à Herlingen, dans notre maison. Il avait l'intention de visiter Hitler pour lui convaincre que la Normandie est en danger du débarquement et pour lui conseiller de lui donner 2 autres divisions blindées pour le mieux placer dans la Normandie. Mais ma mère avait aussi son 5e anniversaire. Vous avez fêté l'anniversaire ou il est reparti tout de suite? Il est parti tout de suite. Et il ne pouvait pas prendre un avion parce que c'était trop dangereux. La France était pleine des avions anglo-américains. Quand il arrive, toutes les fautes possibles étaient faites. C'était le commencement du désastre. Hitler envoyait les Allemands dans le tombeau. Au moulin de Vey, au sud de Caen, une idylle s'est nouée pendant la guerre. Elle dure encore aujourd'hui. C'est dans cette auberge que le commandant Günther Zampert, 26 ans, a rencontré Gilberte Prieur, 20 ans. Séparés par le débarquement, Gilberte et Günther se sont écrits en secret chaque jour grâce à un ami français. Mais ils ont dû attendre plusieurs années après la libération pour se revoir et enfin se marier en Allemagne. Je reviens de l'Afrique, je reçois un ordre, tout de suite se rendre à Conti-sur-Nord. On est descendu de nos voitures et n'est-ce pas, moi j'étais toujours un peu en arrière pour voir ce qui se passe, pour ne pas avoir de surprise. Sous cet arbre qui était ici au milieu, qu'est-ce que je vois? Une jolie fille. Alors ça m'a donné un petit choc. Et ensuite, bon, de présenter à sa mère, à sa grand-mère, etc. Et puis, c'était très gentil dès le début. Ces messieurs sont arrivés, ils ont été accueillis, ils ont été conduits à leur table, etc. J'ai vu ce garçon, mais je ne peux pas dire que je suis tombée amoureuse du premier coup. Non, pas du tout. Non. Il était bavard comme une pie et je disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bavard, mais impossible de l'arrêter. Et vous, en tant que Française, ça ne vous dérangeait pas d'avoir des... Vous savez, j'ai pas vu l'uniforme. Sincèrement, je n'ai pas vu l'uniforme. J'ai vu le garçon qui était charmant, gentil, agréable, amusant, plein d'humour. Et puis, voilà, le destin a agi. On n'échappe pas. Pour moi, l'amour n'a pas de frontières. Je n'ai rien fait de mal, au contraire. J'ai rien à me reprocher. J'ai que l'amour que j'ai pour toi. Après de sérieux ennuis à la fin de la guerre et un long séjour en Italie, Gilberte et Günther sont revenus vivre en Normandie il y a 12 ans. Georges von Gravenitz se rend pour la première fois dans le village de Bois-Albou où son père a été touché par un éclat d'obus. Michel Pépin, un ancien enseignant de Falaise, passionné par l'histoire du débarquement, l'accompagne à la mairie. Il faudrait qu'on puisse avoir cette photo. Ah oui. Il faut qu'on ait une photocopie, on peut retrouver. Ah oui, mais il faut faire des recherches. Oui. On peut faire des recherches. Son père écrit là... Sepp Dietrich, oui, c'est le premier SS Corps Panzer. Sepp Dietrich lui a parlé, il lui a raconté quelque chose. Oui, c'est possible, oui. Das ist ein letzter Brief, den geschrieben hat vom 26. Ça vous est arrivé déjà de faire ce genre de recherche?
Oui, ça est arrivé moins pour des Allemands, enfin aussi pour des Allemands, mais surtout pour des Polonais ou des Canadiens, oui. Ça nous est arrivé parfois, heureusement, de retrouver. C'est vraiment une satisfaction pour la famille quand on peut apporter une preuve à peu près irréfutable de l'endroit où l'événement s'est passé. Michel Pépin emmène ensuite Georges von Gravenitz au château de La Motte, à Hagwil, où l'armée allemande avait installé un cimetière et un hôpital militaire. C'est là que son père aurait pu être soigné. Le propriétaire, Maurice Thibault, était là en 1944. Tous les jours, on enterrait 10 ou 12, 14 Allemands. Ça, c'est derrière le château. Alors, tout ça, c'était relevé, monsieur, c'est au cimetière de Lacambre. Und die sind nach Lacambre gekommen. Ah ja. Par rapport à ce qui arrive au château d'Harcourt où les Allemands ont brûlé, hein, ici, on a eu la chance de sauver cette maison. Pardon? Das Souvenir.